Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Laitue, Basilic, plantation, poivron, bleuets, pollinisation, haricots, arrosage, fraises, insectes ravageurs et maladies, concombres. fertilisation. Radio Légumes et compagnie, le balado qui vous dit tout pour cultiver et entretenir simplement les plantes comestibles de façon naturelle. L'engrais Merpoule d'Actisol est facile à utiliser. Il est produit localement et bon pour l'environnement. Cet engrais 100% naturel est fait de fumier de poule pondeuse. La chaleur de ces petites bêtes récupérée grâce à un ingénieux système permet de recycler et de sécher le précieux fumier. L'engrais Merpoule, 100% organique, est un produit approuvé pour l'agriculture biologique. Pour votre potager, exigez l'engrais Merpoule d'Actisol, une entreprise locale qui accompagne les jardiniers d'ici dans leur quête d'un environnement plus beau et surtout plus sain. Coucou les maraîchers, bienvenue à l'émission. Bonjour Bertrand Dumont. Et coucou les maraîchers. Et maraîchères. Oui. Et les maraîchers, les maraîchères. Aujourd'hui Bertrand, Oui, cadeau Janine. bio qui vaut son pesant d'or quand on le cultive même en zone nordique ou presque. Qu'est-ce? Aïe, aïe, aïe. Oh non! Oui, c'est l'ail. On parle de l'ail. Comment faire cultiver de l'ail biologique. OK? Donc, de manière biologique. Ben voilà, c'est ça. On parle d'ail. Puis on cultive ça depuis combien Oh, de millénaires? plus de 10 000 ans. Bon, Et ça, on se plaint souvent de l'ail chinois ouais. parce qu'ils nous envoient de l'ail qui n'est pas très bon. Mais en réalité, ça vient de Chine, l'ail. C'est fou, hein? Oui, ça vient de Chine. Ben, ils ont perdu la main. C'est à l'ouest de la Chine. Ils ont perdu la main. Non, c'est pour ça que c'est un gros producteur d'ail, parce que ça fait 10 000 ans qu'ils en cultivent. Et ça vient de la région, tenez-vous bien, du Dungari ou du Songari, dans le désert du Kirgish. Kirghiz, j'imagine. Kirgish, OK? D'accord. Donc, En je l'ai désertique. dit. Puis tu vois, moi je pense à l'ail, puis je pense à la Méditerranée, ça s'allume Ouais, toute seule. c'est ça. Alors, on n'est pas. Ben, c'est vrai que c'est semi-désertique C'est par région semi-désertique, aussi en donc Méditerranée. ça va avoir de l'influence, n'oubliez pas ça, parce qu'on va en reparler, ça va avoir de l'influence sur la manière de le cultiver. Bon, alors ça vient de Chine, ça a beaucoup voyagé pendant des millénaires. Il y a beaucoup de variétés, je présume. 700 variétés. On en a plus de 700. Hey, Mais il y a deux... on n'a rien goûté ici. Non, on n'a rien goûté. Oh là! Non, on n'a rien goûté. Mais il y a deux grands types d'ail. Et ça, c'est très important à comprendre parce que souvent, il y a beaucoup de bêtises qui est dit autour de l'ail parce qu'on ne fait pas la différence. Alors on va OK. éviter la bêtise et on t'écoute. On va éviter de dire des bêtises dans cette émission. Il y a deux types d'ail. Il y a l'ail à tige tendre, qu'on appelle aussi ail à col mou ou ail à col tendre. OK? Oui. Il ne produit pas de tige florale et donc c'est lui qu'on va tresser. OK? Il y a de 12 à 16 cailleux. En général, il est un petit peu plus gros, mais un petit peu moins au milieu nordique. Mais quand vous allez en Europe, là, c'est l'ail tressé, c'est 12 à 16 cailleux. Ça, c'est l'ail. Ça, c'est les, à col les sections, tendre. là. Le cailleux, Oui, c'est... le cailleux, c'est la petite. C'est ça. On n'essaiera pas de faire de la sémantique aujourd'hui parce que ça marche pas. Parce qu'il y en a qui appellent les cailleux l'ensemble et les cailleux pas l'ensemble. Là, enfin bref. Ça, c'est les sections. Moi, j'appelle le bulbe au complet et les cailleux. OK. Ça, je vais simplifier mes affaires. Parce qu'on dit gousse. On dit gousse Et gousse aussi. Gousse, Ça, cailleux, gousse ou tubercule. Moi, j'ai les gousses et les cailleux en réalité. OK. Moi, c'est une gousse d'ail. Non, c'est ça. Oui, la Non. gousse est séparée en cailleux. Et séparé en cailleux, c'est ça. Non, parce qu'ils disent dans les recettes, ils disent une gousse d'ail. Non, le cailleux et la gousse, c'est la même chose. Oh bon, c'est pas grave. Oubliez ça. Là, je vais finir par dire des bêtises, c'est ça que je ne veux pas dire. Et l'autre ail, donc je vais revenir à mes moutons, c'est de l'ail à tige dure. C'est principalement celui qu'on utilise en Amérique du Nord, ou ail à col épais ou ail à col dur. Okay, donc, c'est cette ail-là. C'est lui qui va produire une arme florale d'où émergent à la fois des fleurs et des bulbilles. Okay? Donc, c'est de lui qu'on va avoir ça. Et c'est de 4 à 10 cailleux selon la variété. Donc, il est un peu plus petit puis un petit peu moins de cailleux. Okay? Donc, c'est les deux grands types d'ail qu'on a. Et malgré qu'on ait 700 variétés, il y a quand même un goût qu'on doit retrouver dans tous les Oui, c'est un goût unique. ails. Là, ça va être la quantité de soufre. Il va y avoir de l'ail un petit peu plus sucré, un petit peu moins sucré. Là, moi, j'ai jamais fait beaucoup de différence sur les goûts de l'ail. Faudrait mettre l'ail à l'un à côté de l'autre là pour pouvoir. Mais c'est souvent une facilité de culture qu'on Mais a. on parlait d'ail rose à un moment donné, Oui. qui était plus douce. Qui était plus doux, c'est ça. Il y en a qui sont plus
plus forts, il y en a qui sont moins forts, qui sont plus doux. Enfin, mais on n'a pas énormément de choix d'ail au Québec, donc... ça est assez restreint. C'est assez restreint. Pour la dégustation. Et donc, ce que vous goûtez, c'est la lysine, qui est un composé organique qui renferme du soufre. Hein, c'est ça, quand vous sentez votre haleine sans l'ail, ça sent le soufre en réalité. Et c'est pourquoi quoi, il faut en manger à deux? Oui? Ceux qui... Comment est-ce qu'ils s'appellent? Je trouve jamais le mot. Les vampires. C'est les pour vampires. Ça que les vampires... Parce que les vampires ont peur du soufre. Et c'est pour ça qu'on dit l'ail fait peur aux vampires, parce que les vampires ont peur du soufre. Bon, je vais y arriver. C'est bon, fiou! Donc, et la fleur d'ail, c'est un goût piquant et légèrement aillé. Bon, ça, on s'en serait douté, par exemple. Oui, il s'en serait douté. Hein? Et c'est nutritif. On dit que c'est un apport nutritif à notre alimentation, malgré tout. Plein d'affaires là-dedans. Certains l'appellent la plante miracle, la plante qui soigne contre tout. Les grippes, les maux de gorge. C'est très fort dans la pharmacopée chinoise, hein, l'ail. Alors, ce qu'on y retrouve, c'est de la lysine, on en a parlé, des antioxydants, de la saponine, puis des autres composés sulfurés. Et ces sulfures-là, la poudre de soufre, on s'en sert contre les maladies en jardinage, donc possiblement, c'est un effet. C'est une bonne source de vitamines A, B1 et C, mais c'est surtout une source de minéraux et d'oligo-éléments assez incroyables. Écoutez bien ça, de l'iode, du fer, du germanium, du calcium, du chlore, du cuivre, du zinc, du phosphore, du potasse, de la manganèse, le magnésium, du sélénium, du sodium, du soufre et du zinc. C'est fou. Puis on dit que ça pousse dans un sol quasi désertique. Oui. Et ça va puiser tout ça à la terre. C'est incroyable. Oui. Et donc, il y a beaucoup, et c'est ce qui fait qu'on dit que l'ail est une plante qui est très bonne pour la santé parce qu'elle a tous ces oligo-éléments. C'est une plante... Moi, j'ai rarement vu une plante qui a autant d'oligo-éléments. Et ses exigences de culture? Alors, c'est une plante de plein soleil, dans une terre meuble et se drainant bien. Okay, donc, on comprend que dans les régions du bas dans le fond du fleuve, où est-ce qu'on est dans la plaine de montréalaise, puis dans ces endroits-là, la mer de Champlain. La mer de Champlain, on est dans des terres lourdes. Fait que là, on a un petit enjeu là pour l'ail important. Il faut alléger les sols à ce moment-là. Il faut alléger les sols. C'est une plante peu gourmande et sobre. Et ça, j'y tiens, OK? Peu gourmande. L'ail, ça vient du désert. OK? Je n'utilise jamais de compost quand je plante de l'ail. Jamais. Je le mets en fin de rotation et je n'utilise jamais de compost. Et je l'arrose juste... Je vais faire un petit bémol tout à l'heure pour l'ail col mou, mais je l'arrose juste quand il y a des canicules. Et tu dis en fin de rotation, c'est-à-dire que tu as cultivé au même endroit pendant 4 années d'autres légumes. 3 ans. Mais gourmand, mais moyennement gourmand, mon ail arrive après. Alors qu'il ne reste presque plus rien dans le sol. C'est ça. Et pour vous dire, j'ai cultivé cette année mon ail où est-ce que j'ai fait mes haricots l'année dernière. Ouais. Fait que là, et j'ai pas mis de compost. Et ils vont être très beaux. OK? Donc, est-ce que c'est facile quand même à cultiver? C'est assez facile. Ouais. C'est assez facile. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. L'engrais Merpoule d'Actisol est facile à utiliser. Il est produit localement et bon pour l'environnement. Cet engrais 100% naturel est fait de fumier de poule pondeuse. La chaleur de ces petites bêtes récupérée grâce à un ingénieux système permet de recycler et de sécher le précieux fumier. L'engrais Merpoule 100% organique est un produit approuvé pour l'agriculture biologique. Pour votre potager, exigez l'engrais Merpoule d'Actisol, une entreprise locale qui accompagne les jardiniers d'ici dans leur quête d'un environnement plus beau et surtout plus sain. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Est-ce qu'on démarre l'ail à partir de semences ou de cailleux ou de gousses? Non, c'est ça, cailleux ou gousses, là. Mais effectivement, on va éclater la gousse ou le tubercule, là. Donc, on va prendre chaque petit morceau, oui. OK? Oui. Va être un nouvel ail, OK? Alors, moi, j'ai fait des petits tests. Et là, quand on l'ouvre,
on a tendance à prendre les plus petits morceaux d'ail pour les planter, puis à garder les plus gros pour la cuisine. Ce qui est logique. Ce qui est logique. Mais là, si vous voulez réussir, vous voulez que votre ail grossisse, prenez les plus gros morceaux et gardez les plus petits pour la cuisine. Donc moi, je trie mon ail. J'en fais quand même pas mal là, cette année. Et je trie mon ail, donc je vais chercher mes plus grosses pour avoir les plus grosses gousses possibles à la fin. OK? Donc je sacrifie mon meilleur pour obtenir du meilleur encore. Mais ça ne veut pas dire que mon ail est mauvais, là. C'est juste les gousses, c'est plus long à éplucher, c'est juste ça. Oui. Donc l'ail à colle dure va faire des fleurs et des bulbilles. Et donc, mais ça va prendre beaucoup plus de temps. OK? Ça va prendre beaucoup plus de temps. Donc, c'est pas quelque chose qu'on utilise, là. Il faut les semer, puis c'est très, très long, là, ça prend 4-5 ans, souvent, avant d'avoir des trucs, là. C'est pas la bonne méthode, là. Bon. Alors, quand planter l'ail à colle dure? Hey, ça, c'est important de le dire. À colle dure, on le plante en automne, du début septembre à la fin octobre, selon les régions. Alors, à l'automne. Plus on est dans une région froide, plus on va le faire tôt, pour que, tout simplement, la plante puisse avoir le temps de bien s'enraciner. La date, elle peut varier aussi suivant le type de sol. Et puis, je vous dirais, si vous avez une date fétiche puis que ça marche, continuez. Parce que c'est à peu près ça, mais avec le type de sol et tout ça, ça peut varier. Donc tu te fies à tes résultats antérieurs, les états des autres années. Et pour planter l'ail à col tendre, mou. La colle tendre ou mou, très tôt au printemps, juste après que le sol soit dégelé. Fait que c'est tes premières plantations, en fait. Oui, c'est les premières plantations. Et là, la préparation du sol se fait l'automne. C'est sûr, parce que autrement, Et donc, dès que votre sol est dégelé, c'est là que vous allez planter. Si vous plantez de l'ail à colle tendre, ce qui est possible, à l'automne, vous avez beaucoup de chances il est beaucoup moins rustique. Et donc, mais comme la plupart des producteurs font de l'ail à colle dure, il y en a assez peu qui font de l'ail à colle tendre. Tout le monde dit qu'il ne faut jamais planter de l'ail à l'automne. Ce n'est pas vrai. Au printemps, ce n'est pas vrai si vous prenez de l'ail à colle tendre. Et qu'est-ce que vous faites? Tout simplement, c'est que vos tubercules, vos bulbes d'ail à colle tendre, vous les gardez dans votre sous-sol tout l'hiver, puis là, vous les ressortez, puis vous les replantez. Au début. Fait que dans le fond, à l'automne, tu plantes ton ail à colle dure, mais tu prépares ta plate-bande pour le printemps. Fait que tu as deux opérations, mais un, tu plantes, puis l'autre, tu plantes pas. C'est ça. T'attends. Voilà, c'est ça. Est-ce qu'on peut planter l'ail à colle dure? Au printemps? Oui. C'est ça. Oui. On va le faire dans les mêmes conditions que l'ail à colle tendre. On va le faire très tôt, mais possiblement, les bulbes vont être beaucoup moins gros. Okay. On va obtenir des petits bulbes, OK? C'est beaucoup moins intéressant, mais ça se fait, OK? Mais l'ail à colle dure, la bonne méthode, c'est de le faire à l'automne. Et comment tu le plantes l'ail? Parce qu'il y a des hauteurs, il y a toutes sortes de questions qu'on peut se poser. Oui, il y a des questions qu'on peut se poser. Donc, on nettoie le sol, OK? On fait un léger apport de compost, voire pas du tout. Moi, j'en fais pas, OK? Donc, on fait, ce que je disais, on fait toutes ces opérations-là de toute sa plate-bande, de toute sa planche qu'on va faire aussi bien. On n'arrête pas, si on fait toute une planche au complet, puis moitié à colle dure, moitié à colle tendre, on prépare toute la planche au complet pour être bien prêt au printemps, parce qu'au printemps, on n'aura pas le temps puis il fait froid, de toute façon, quand ça dégèle. Puis c'est dans la boue, puis bon, oui. On plante les cailleux, la pointe vers le haut, hein, parce que si vous regardez votre ail, c'est pas une racine, vous avez des racines sous l'ail quand vous l'arrachez, OK? Et donc, à peu près à 8 à 10 cm entre chaque plant, OK? Et les pointes recouvertes de 2 à 3 cm de terre. Un point, c'est tout. On va y revenir tranquillement. Bon, alors on continue tranquillement. Sur la profondeur des bulbes, parce que là aussi, il y a toutes sortes d'informations. Fait que ça dépend si c'est dans un milieu nordique, un peu comme nous, ou un milieu qui est beaucoup plus tempéré, on présume. J'en parle tempéré parce qu'oubliez pas, avec les changements climatiques, on a des climats qui changent. Oui. Alors, oui, il y a des différences et c'est souvent, là, les gens ne font pas la différence quand ils regardent quel endroit où est-ce que on plante l'ail. On adapte la profondeur de plantation selon les rigueurs de l'hiver. Pour l'ail à colle dure, OK, en climat nordique, on enterre un peu plus des cailleux parce qu'ils vont passer l'hiver. Fait que ça les protège un peu des gros gels. En milieu où l'hiver est plus doux, la pointe des bulbes peuvent effleurer le dessus de la terre. Et en milieu très clément, là, dans le sud de la France, ils plantent carrément l'ail qui est sorti de terre.
on fait une truc, on met l'ail dans la rigole et on ne le recouvre pas. Ce qu'on ne pourrait pas faire ici. Non, parce C'est que impossible. pour l'ail à colle dur, parce que ça ne marche pas. Ouais. Il faut qu'il soit protégé par le sol. Et pour l'ail à colle mou, ben on enterre légèrement les cailleux, parce que de toute façon, eux autres... Ils étaient rendus au printemps, alors. Ils vont être rendus au printemps. OK? Donc, on enterre légèrement les cailleux. Je vois des gens qui enterrent ça à 10 cm de 15-20 cm de profondeur. Pas. Peut-être que ça fonctionne dans leur sable ou dans leur Ouais, truc, mais OK. dans la glaise, là, je ne suis pas sûr que ça va fonctionner. Là, parce que l'ail, si vous regardez sous l'ail, vous avez un petit plateau, hein, et si vous arrachez un ail de votre jardin, vous allez voir qu'il y a des racines. Les racines sont là. L'ail, ça, c'est un bulbe. Là, et donc, le bulbe, il est sur le sol. Il n'est pas dans le... il est en partie dans le sol. Habituellement, il est à la moitié à peu près du sol, à l'état naturel. Okay. Alors, si on revient, si on dit, bon, on va aller aux extrêmes, un climat nordique, à l'automne, est-ce que c'est indispensable de recouvrir tout ça avec de la paille? Oui. La paille, hein? Oui. Combien d'épais? Ben, on en met environ, je te dirais, un pouce, entre 1 et 2 pouces, là, OK? Parce que les cailleux vont commencer à croître rapidement et souvent les jeunes pousses même vont arriver avant l'hiver. Là, c'est souvent sur les réseaux sociaux, c'est la panique. Mon ail a commencé à pousser, qu'est-ce qui va se passer? Rien si vous mettez de la paille. Si vous ne mettez pas de paille, puis un gros... Puis la paille, c'est souvent aussi parce qu'on n'est pas sûr que s'il y a jamais il y a une découverte de neige, ben ça protège. Parce que la neige va protéger, mais s'il n'y a pas l'affaire... donc, si on ne met pas de paille, ben, c'est les risques de gel ou la récolte, et la récolte risque d'être perdue. Là. Bon. Puis on parle de paille, on parle pas de... Il y en a qui mettent des feuilles, là. Moi, personnellement, je préfère mettre de la paille parce qu'au printemps, si on ne peut pas enlever sa paille tout de suite, ben, l'ail va pouvoir sortir à travers la paille. À travers les feuilles, c'est plus compliqué. Là. Voilà. OK. Donc, la paille serait beaucoup plus indiquée, en tout cas au Québec. Oui, puis ça vous permet d'acheter de la paille à l'Halloween, puisque c'est à peu près au moment de l'Halloween. Mais, puis où tu vas mettre Puis là, vous gardez votre paille pour toute l'année et vous avez de la paille pour pailler vos tomates. Donc, j'achète une balle de paille par année, une pour mon ail, une pour mes tomates. C'est le seul paillis que j'utilise là, dans mon potager, donc c'est comme ça qu'on y va. Et pourquoi au printemps, l'ail pousse plus difficilement puis les bulbes grossissent pas? Alors, il y a plusieurs raisons. Le sol n'est pas assez meuble. Hein? Okay. Donc, si on met pas de compost, c'est-à-dire que faut que tu tournes ta terre. Comment tu vas faire pour brasser la meubler? la terre, brasser la terre. On la retourne plus et on la brasse. C'est sûr que là, si vous le faites pour une première année, c'est compliqué. Mais vu que c'est des rotations dans votre potager, au bout de 4-5 ans, votre terre est meuble partout dans votre potager. Donc, ça ne pose pas énormément de problèmes. Et donc, les premières années, ça peut être un sol pas assez meuble. Les cailleux enfoncés trop profondément. Ça fonctionne si vous le mettez trop profondément, ça ne fonctionne pas encore là, en tenant compte du milieu nordique. Des cailleux trop petits, puis j'ai vraiment fait le test. Là, j'ai mis des petits puis des gros, puis les gros vont être pas mal plus gros que les petits. Ça va de soi. Ça va de soi. Des rotations pas assez longues. Hein? Normalement, c'est 5 ans à 6 ans entre l'ail. Avant de replanter au même endroit. Moi, je replante aux 3 ans parce que je n'ai pas le choix, mais normalement, c'est 4, 5, 6 ans l'ail. Un sol trop riche en azote. Donc, si vous mettez beaucoup de fumure azotée, votre ail il va pousser en feuilles, mais il ne fera pas les bulbes. Pas des beaux bulbes. Tout simplement, pourquoi? Parce que c'est que la plante se prépare, elle, à faire des réserves pour l'année suivante. Donc, son bulbe, c'est des réserves. Une température estivale qui n'est pas assez élevée. Donc, un milieu très nordique, là, il y a de la misère un petit peu. C'est quand même une plante qui vient du désert, des déserts chinois, c'est une plante de chaleur. Si tu contournes ça puis tu mets ça le long d'un mur qui est côté plein sud. Oui, bien ça, c'est sûr que... Ça peut aider. Température estivale pas assez chaude ou positionnement, ou mettre ça dans une serre, mais les gens, ils vont le mettre comme ça, puis ils vont dire, la raison... Donc, après ça, si tu dis, j'ai pas assez de température, puis il y a des étés où il fait moins chaud, donc là, la récolte de l'ail est moins bonne. Puis une sécheresse au printemps ou au début de l'été, on le voit cette année. Là. L'année dernière, on a eu une sécheresse au début du printemps. Oui. Et là, il a été beaucoup plus difficile à conserver. Là. J'ai eu plus de difficultés à conserver l'ail cette année. Là. Puis c'est la même chose quand c'est très pluvieux. Quand tu as des étés très pluvieux, ça se conserve encore moins. Oui. Ouais. Est-ce qu'on peut cultiver l'ail en association avec d'autres légumes? Est-ce que c'est avantageux de le faire? Oui, c'est avantageux de le faire, mais c'est compliqué. Ah oui? Oui, c'est compliqué. Les associations avec l'ail? Oui. Parce que ils ne plantent pas en même temps que l'huile. Hein, donc, c'est difficile. Mais je vais vous donner quelques carottes, quelques légumes. Les carottes, afin d'éloigner les mouches et la teigne du poireau, les panais, la marjolaine,
sarriette d'été et d'hiver, la cléome, l'œillet d'Inde, le rose d'Inde, l'œillet milliardise et le tagette. C'est souvent ces œillet d'Inde, rose d'Inde, ces tagettes, c'est parce que ça enlève les insectes du sol auxquels certains ails sont sensibles. Okay? Et c'est là que ça aide. Là, puis est-ce qu'on peut planter l'ail en pot? Non. C'est difficile. C'est difficile. Oui, t'as pas de résultat. À cause de la tonne, c'est compliqué. Là, il faudra enterrer les pots. C'est possible pour l'ail à col mou, là, mais en général... mais l'ail à col mou, ça pourrait être intéressant sur une galerie? Oui, ça pourrait être intéressant sur une galerie, mais je ne l'ai jamais essayé, donc ça sera à voir. OK, là. bon, alors ceux qui nous écoutent pourraient faire le test. C'est ça. En pot, col mou, ail à col mou. Oui. Bon, puis pour l'entretien? L'entretien, au printemps, on enlève la paille qu'on a mis à l'automne. On supprime les herbes indésirables, s'il y en a. On arrose en cas de canicule, donc, et puis sinon, on laisse les précipitations, puis ni engrais, ni compost. Okay? Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Vous êtes à la recherche de réponses sur la manière de cultiver votre potager, vos légumes et vos fines herbes? Je vous propose le Jardin potager, questions de jardinier, réponses d'un horticulteur. Dans ce livre, je réponds à plus de 1400 questions. Elles abordent aussi bien l'aménagement du potager, l'entretien du sol et des plantes que la récolte. Je réponds aussi aux questions concernant 30 légumes et plus de 20 fines herbes. Le Jardin potager, questions de jardinier, réponses d'un horticulteur, un produit 100% québécois, est en vente dans les librairies du Québec. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Alors, on va revenir à la sempiternelle question. Est-ce que ça a des ennemis? Oui, ça en a deux importants, la teigne du poireau puis la mouche de l'oignon. C'est pas pire. Oui, c'est pas pire, mais ils sont fatigants. Parfois des pucerons, parfois des trips, puis aussi de la rouille, de la pourriture ou du mildiou, mais quand on a passé à travers la teigne du poireau puis la mouche de l'oignon, on a moins de problèmes. Alors, comment les repérer d'abord, les teignes du poireau, puis comment lutter? Bon, les plantes, on va voir sur les plants, on va voir les plantes, les feuilles du centre, pas les feuilles de l'extérieur, vont avoir des petites galeries, des micro-tunnels. Les feuilles du centre, donc les plus tendres. Les plus tendres vont avoir des micro-tunnels, des petites galeries. Et puis, on va avoir des petits trous sous les feuilles. OK? Les galeries, elles sont faites par des larves qui donnent des rainures donc, longitudinales. Et ça peut aller jusqu'à complètement compromettre la récolte, là. Hein, si on n'intervient pas, vous pouvez perdre toute votre ail au complet. Donc, tu vois ça, t'allumes, là. Oui, t'allumes parce que tout d'un coup, tu vas te rendre compte que ton ail va pourrir. Puis comme il n'y a plus de feuilles, il ne peut plus faire de bulles. Fait que les moyens de contrôler tout ça? Transplantation hâtive. OK, donc surtout pour l'ail à col mou. OK, donc qu'on va faire au printemps, transplantation hâtive. À l'automne, ça ne change pas énormément. L'installation d'un filet anti-insectes. Et là, comme de toute façon, on n'a pas de pollinisation, on s'en fout un peu. Donc ça marche très, très bien. Sauf que votre filet anti-insectes, quand vous allez le prévoir à l'automne, vous allez mettre au printemps, calculez que ça grossit de l'ail. C'est assez haut, hein, ça fait 2 pieds de haut un ail. Hein, donc, c'est important. On peut aussi introduire des trichogrammes, qui sont des petits insectes là, qui sont assez efficaces. Il y a même maintenant des trichogrammes spécialisés pour l'ail. Là, c'est une espèce... Une petite mouche? Qu'est-ce que c'est, un trichogramme? Oui. Une petite mouche qu'on ne voit pas. Puis qu'on se fait livrer en boîte. On se fait livrer en boîte dans une petite carte. On met les petites cartes de l'ail, c'est expliqué comment faire. Là, c'est une autre solution. Mm-hmm. Ou encore, on peut pulvériser au BTK tous les 10 à 12 jours. Si vous avez, par exemple, si vous voyez que vous n'avez pas eu le temps d'installer votre toile, puis que là, vous voyez des premières prémices de teigne du poireau, ce que vous faites, c'est que vous passez un coup de BTK, puis après ça, vous mettez votre filet anti-insectes. Tu traites et tu recouvres. C'est ça, en plein ça. Alors, contrer maintenant la mouche de l'oignon. Bon, la mouche de l'oignon, c'est un flétrissement des tiges chez les jeunes plants, c'est principalement chez les jeunes plants, des petits tunnels encore à l'intérieur des bulbes et puis des présences de petits vers. Mais à l'intérieur des bulbes, ça veut dire que tu le vois pas, là. C'est pas tout visible. Pas tout le temps, mais on voit les fleurs les tiges qui flétrissent, là. Mm-hmm. OK, donc, on voit que la tige n'est pas en pleine santé.
Les moyens de contrôle, c'est favoriser la présence des oiseaux en début de saison. Oui. C'est... Peut-être tu mettrais des mangeoires à oiseaux là, proche oui, du ça. potager. Oui, mais on devrait en avoir de toute façon dans son jardin des mangeoires à oiseaux tout le temps parce que les oiseaux, ça les attire. Puis ils font beaucoup de travail. Oui. Là. Notamment au printemps, on se rend compte que sur les mangeoires, il y a moins d'oiseaux. Pourquoi? Parce qu'il y a plein d'asticots partout. Puis dès qu'il y en a un peu moins, ils viennent nous voir aux mangeoires. Donc, si on dans le potager, ils vont faire du ménage, on le voit pas tout le temps. La transplantation hâtive, le filet anti-insectes, les trichogrammes sont aussi efficaces. Là, on va utiliser un savon insecticide, une préparation à base d'ail ou du BTK. Bon, alors, tu sacrifies des plants d'ail? Pour l'ail. Ça, c'est gênant. Oui, c'est gênant un peu. Bon, c'est pour ça que moi, j'utilise toujours savon insecticide BTK. Là, c'est moins compliqué. BTK. Et puis, on détruit les plantes infestées, puis on nettoie bien les plantes... le sol à l'automne, là, on nettoie le sol à l'automne. Là. Comment tu fais ça? Ben, on laisse pas traîner des feuilles d'ail au sol. OK. Et là où la rotation devient extrêmement importante. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Le potager urbain et le jardin fruitier facile et naturel sont des livres de base pour cultiver des plantes comestibles. Pour aller un peu plus loin, je vous propose aussi le potager productif sur les rotations et le compagnonnage et le jardin en pot pour les cultures en contenant. À partir de mon expérience personnelle d'horticulteur, je vous propose des centaines d'informations utiles qui rendront plus facile votre pratique du jardinage. Tous mes livres, produits 100% localement, sont en vente dans les librairies du Québec. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Les fleurs d'ail à col dur, parce que là, ça, c'est tellement bon. Pourquoi on les récolte au lieu de les... Si on les laissait aller, ces fleurs-là, bon, qu'est-ce qui se passe? Ben, on va récolter, on va avoir des fleurs et des bulbées là, pour les multiplier. Mais si jamais ça va jusqu'aux fleurs, ça se mange aussi. Oui, je pense que oui. Oui, J'en tu ai les jamais fais mangé, cuire. mais je pense que oui. Ben, tu les fais cuire, c'est très bon. Mais il y a une raison pour laquelle on le fait. Bon, en plus de les manger, là, c'est une très bonne raison, c'est que ça permet aux bulbes de continuer à grossir. Hein, la floraison, ça prend de l'énergie. Hein. C'est toute cette floraison, ça prend de l'énergie. Quand on coupe la fleur, ben, l'énergie va aller au bulbe plutôt qu'à la fleur. Donc, c'est à ce moment-là. Quand le bouton floral est bien formé, on voit le bouton floral, là, la petite pointe est bien formée, et puis elle commence à tourner sur elle-même. Il y en a qui vont vous dire qu'il faut que ça fasse un tour, 2 tours. Là. Ah oui, parce que c'est un rond, tu as toute la tige qui ça tourne. Oui. Moi, je vais vous dire, c'est quand ça me tente. Quand ça te tente. Moi, quand je vois que c'est bien fruit, puis ça commence à tourner, là, et puis que je trouve que c'est le temps d'en manger parce que j'ai le goût d'en manger. Tu coupes. Tu le coupes. Un tour, 2 tours, là, oubliez-moi. Bon, alors on coupe, puis sachant que le bulbe va être plus fort, on est encore incité davantage, mais c'est tellement bon! C'est ça, on va couper où? À la hauteur des premières feuilles, Pas à plus côté court. de la pointe. Non, ben, de toute façon, la partie plus courte, elle est plus près. Plus on est près de la tige, plus c'est dur. C'est fibreux, tout ça. C'est fibreux, fait, de toute façon. Donc, à peu près au-delà de la tige, on laisse le petit bout sécher, puis il n'y a pas de problème. Alors, de toute évidence, je pense qu'on a brûlé la mèche. Oui, ça se mange, les fleurs d'ail, et c'est délicieux. Et c'est très cher. Hein, en épicerie, là, c'est extrêmement cher. En fait, on devrait dire le bouton de fleurs. Oui. Tu sais, à l'étape où c'est vendu dans les épiceries, c'est des boutons de fleurs. Et si ça tourne à la fleur, on les mange quand même. Oui, mais c'est une fleur d'ail pareil, parce qu'on appelle ça comme ça. Si tu veux, mais honnêtement, c'est un bouton. Oui, t'as raison. Bon. OK, alors on les met dans les plats, on les met dans nos plats comme légumes d'accompagnement. Puis il y en a même qui font ça au barbecue. Ouais. Ils font juste griller les fleurs d'ail, là, puis ils mangent ça comme accompagnement. Puis ça coûte assez cher à l'épicerie. Oui, c'est assez cher. Oui, alors ça vaut la peine. Oui. Quand récolter les bulbes maintenant? Quand est-ce qu'on sait que c'est prêt? C'est assez facile pour les bulbes à col dur. C'est à peu près 4 à 6 semaines après la récolte des fleurs. Donc environ un mois et demi, là on va voir. En général, c'est la dernière semaine de juillet ou la première d'août, OK? Puis un petit peu plus tard, c'est mi-août jusqu'à septembre pour l'ail à col mou,
Hein, il va être décalé, là. Puis en général, dès qu'on commence que le feuillage commence à jaunir, c'est là qu'on le voit. Pensez prêt. aux tulipes. Tu sais, vos tulipes, là, elles ont un bulbe, font des feuilles, elles vont fleurir. Puis là, le feuillage va, jaunir, puis il va disparaître. Puis là, en culture, c'est à ce moment-là qu'on récolte le bulbe pour vous le vendre, OK? Mais là, c'est pareil. En live, vous pouvez attendre un petit peu que ça commence. Quand ça commence à sécher, comme l'oignon aussi, c'est la même chose. Tu sais, l'oignon, on dit d'attendre quand le feuillage commence à sécher, ça veut dire que la maturation du bulbe est finie. Comme la plante n'a plus besoin de son feuillage, ben, elle le laisse tomber, elle le laisse jaunir, elle s'en occupe pas. Vous lui dites, tu penses-tu que tu vas pas me donner un petit conseil? Je te récolte. C'est ça, voilà. Alors, c'est sa pancarte qui dit « Je suis prêt ». C'est ça. Comment récolter? Alors, on récolte par temps ensoleillé et qu'on sait qu'il va y avoir quelques jours sans pluie. Hein? Donc, s'il y en a de la pluie, c'est pas grave, mais on essaye de prévoir. Quand ils sont plantés profondément, on brasse la terre autour des bulbes avec une fourche bêche. Tu creuses les dents sans accrocher les bulbes, évidemment. Loin du bulbe, c'est-à-dire qu'on entre les rangs, puis on soulève, là, parce qu'il ne faut pas aller accrocher le bulbe, ça va l'abîmer, OK? Sinon, parfois, on peut tirer juste sur la tige afin de les arracher, ceux qui sont un peu plus en hauteur, là. Pendant quelques heures, on les laisse sécher sur le sol. En général, on fait ça une journée ensoleillée, le matin pour le soir, là. Tu les mets au soleil pour les faire sécher? Oui. Ou à l'ombre? Oui, on les laisse sur le sol pour la journée. Mais au soleil? Oui, on peut les laisser au soleil. On enlève avec les mains, on enlève la terre, mais on les lave pas. Hein. On fait juste les nettoyer. On supprime la première enveloppe afin d'éviter que le bulbe ne pourrisse pas. On ne fait pas de lavage à l'eau. OK, on n'a pas besoin. Surtout pas. Puis on les attache par 5 ou 6 en petites bottes, puis on les suspend pendant 1 à 3 semaines dans un endroit chaud, bien ventilé. Par temps humide, on va rajouter un ventilateur ou apporter du chauffage. Ça, si on a une partie de mauvais temps, mais en général, ça ne pose pas de problème. Et là, une fois secs, une fois qu'ils sont séchés, là, donc on a arraché, laissé sécher, nettoyé une première fois, enlever les tiges. On garde les feuilles. Moi, je garde les feuilles. Mais c'est l'enveloppe. La première enveloppe, mis en botte, séchée pendant 1 à 3 semaines. Là, ils sont secs. OK? Puis c'est cette partie-là qui est la plus importante. Mieux ils vont être séchés, plus vous allez garder longtemps. On supprime les racines. Hein? Je disais qu'il y a une petite racine en dessous, donc on coupe les racines. Oui. On coupe la tige à quelques centimètres du bulbe pour l'ail à colle dur et on tresse l'ail à colle mou. Il ne faut surtout pas couper le feuillage parce que sans ça, vous ne pouvez pas faire les tresses. Oui. Quand vous avez une tresse d'ail à colle mou, que vous récupérez l'ail, mais tout ce qui vous reste, c'est le feuillage en réalité. C'est l'inverse de l'autre. C'est ça. Et donc, ce feuillage-là, vous pouvez le prendre puis le mettre dans votre compost, il n'y a pas de problème. Et comment conserver les bulbes? Parce que ça, c'est un petit défi parfois. Oui, ça, c'est un petit défi. Donc, l'idéal, c'est 50 d'humidité à 15 à 20 degrés Celsius. OK, pas trop chaud. Pas trop chaud. C'est pour ça souvent que c'est un petit peu problématique quand on le laisse dans la cuisine. Là. C'est plus chaud que ça, c'est ça. Donc, il y a beaucoup de gens qui vont mettre leur ail au sous-sol où c'est moins chaud, puis ils vont remonter leur gousse au fur et à mesure. C'est un bon moyen de le garder. On met ça dans une boîte de carton ou un sac en papier, mais jamais au réfrigérateur. Okay. Mais carton et papier, c'est que ça garde l'humidité. C'est-à-dire que ça élimine l'humidité. Le surplus d'humidité, c'est ça. Donc, c'est le surplus. L'ail à colle mou, il se conserve plus facilement et plus longtemps que l'ail à colle dur. OK? La moyenne de conservation va de 3 à 6 mois. Donc, commencez toujours par manger votre ail à colle dur et finissez par votre ail à colle mou. Bon. Parce que lui, il se conserve plus longtemps. Vous gardez septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai, ça fait 9 mois qu'on en a, puis ça fait 9 mois qu'il est encore mangeable. Bien sûr. Donc, c'est le temps. Et puis, dès que vous voyez l'apparition des pousses, là, c'est que les conditions de conservation ne sont pas adéquates. Tout simplement, c'est qu'il fait trop chaud, puis la plante commence à repousser. Et que ça veut dire que ça fait un germe, là? Puis, oui, c'est ça, c'est le germe. Alors, c'est probablement trop chaud. C'est ça, c'est trop chaud. Alors, si les bulbes d'ail se conservent mal, il y a 3 raisons. Ils sont mal récoltés, ils sont mal séchés, puis ils sont mal entreposés. Bon, alors, on a bien fait t'écouter. Avant. Il y a 3 raisons. Il y a 3 raisons. Mal récolté, mal séché, mal entreposé. Cherchez l'erreur, il y a une des 3 qui est l'erreur. C'est rarement... Il y a des cas particuliers comme l'année dernière avec la température, mais il y a rarement des raisons de culture. C'est souvent des raisons d'entreposage.
On les mange. Évidemment, ça, c'est... On les mange... les gens ont chacun leur recette. On en met dans le... Comment t'appelles ça? L'agneau, le ci, le ça. C'est pas un légume, c'est plutôt un condiment. Ouais. Là, il y en a qui mangent des gousses d'ail complètes, là, des gousses d'ail au four. Tu manges la gousse d'ail au four complet. Ça, c'est pour les solitaires. Ça, c'est pour les solitaires. Non, mais tu sais que l'ail, c'est aphrodisiaque. En autant que les deux en mangent. C'est en plein ça. D'accord. Donc, condiments, frais, broyés, hachés, séchés, en granules, en poudre. Ça supporte tous les types de cuisson. La fleur d'ail, elle est consommée cuite à vapeur ou sautée, marinée, ou on peut même en faire des pestos. La pesto à la fleur d'ail. Très bon. Et puis, on peut bien sûr les manger crus si on y tient, mais ça, c'est vraiment... Mais ça se faisait, il y a des... Les vieux faisaient ça, puis ça protégeait les maladies. Là, on parle d'un... Je pense que c'était vermifuge aussi. Oui, c'est vermifuge. Plein de choses. Si on était en plante médicinale, là, on vous en donnerait pendant 3 heures de tout ce que ça peut faire. Là, c'est quasiment la plante universelle. Alors, moi, un petit peu d'huile d'olive puis de l'ail. Franchement, là, on arrête le balado, là, puis on s'en va manger. Oui. Parce que c'est très attirant. Ouais, alors, on vous invite à nous suivre. On s'est mutuellement mis l'eau à la bouche, on s'en va manger. Alors, on vous invite à nous suivre sur radiolégumes.com. Vous cliquez sur Subscribe, vous êtes informé des parutions. Il y a toute la banque de balados précédents. On en a beaucoup, plus d'une 50aine jusqu'à aujourd'hui. Merci à Actisol. Merci à Xavier Gervais-Dumont pour la musique. Charles, son frère, pour l'assistance technique. Hey, on s'en va jardiner, on en profite parce que on a tellement espoir d'avoir des belles récoltes, Bertrand. Puis du bel ail. Ouais. Salut tout le monde. Merci d'avoir été là. À la prochaine. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles.